Let's go to the show. Le Mika NAB Show, nouvelle semaine, nouvelle émission, nouveaux événements, mais toujours les mêmes. Mickaël Lebou, à ma gauche, vétéran UFC, qui fera son grand retour en décembre face à Kalamoussou, un combattant attendu. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de l'actualité du MMA français, des croustilles et de l'actualité du MMA mondial. Ça fait des épisodes qu'on était un petit peu sur les polémiques. Ça fait un petit peu du bien de retrouver l'aspect sportif. Et voilà, Mika. Exactement. Exactement. En plus, on en a oublié les Français qui ont combattu la semaine dernière C'est ça. à l'UAE Warrior numéro 32, ou qu'ils appelaient Africa 3. Il s'est déroulé le vendredi 16 septembre. Donc, un petit clin d'œil. Il y a eu 6 Français sur la carte. Bilan mitigé, parce qu'il y a eu 3 victoires et 3 défaites. Donc, n'empêche, Yazid Chouchan qui re-signe avec une victoire. Un joli KO, je ne sais pas si tu as vu. Moi, Non, j'ai pas pu voir, non. Bon, franchement, il a éteint assez rapidement dans le combat, mais une belle série de frappes. Franchement, sur une belle boxe, il arrive à le toucher. Derrière, tout de suite, il en profite, il s'impose. Ensuite, donc ça, gros clin d'œil à l'équipe marseillaise et à M. Foissard. Ensuite, il y a Nora, celle qui s'entraîne avec nous au B-Fight un peu et qui est maintenant à la FFA, qui s'est imposée elle aussi dans son combat par KO-TKO au deuxième round, coup de coude. Donc son adversaire, elle n'en pouvait plus. Félicitations à elle. Ensuite, malheureusement, défaite surprise en fait. Surprise. Je crois qu'il y a eu une victoire de Prince Aonala aussi, Mika. Ouais, j'allais venir. En fait, je prenais la carte. Ah, ok, désolé. Au fur et à mesure. Ok. Ouais, Aïmargui qui a pris, pour le coup, il prenait quand même un client. Il prenait Martin Van Staden, un mec à 21-12, Afrique du Sud. Aïmar, malheureusement, il s'est fait toucher et il s'est fait finir ensuite au sol par Grand Pomme. Force à lui, Aïmar. J'ai bien aimé son petit discours en fait qu'il a mis sur Instagram, tu sais, lorsqu'il disait en gros que les gens qui vont lui dire tu reviendras plus fort, mais que en gros non, c'est pas ce qu'il attend. En gros que le but c'est d'être fort ce soir-là. Donc je trouvais qu'en fait c'était un discours assez lucide. Je mettrai en publication, en photo la publication. Et en tout cas voilà un petit clin d'œil à lui. J'espère que pas de blessures graves et voilà de revenir en forme. Ouais, Aïmar qui a jamais refusé les guerres. Franchement, c'est un des combattants qui a toujours pris les défis. Pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser, c'est qui? C'est celui qui a gagné la ceinture de l'Hexagone face à Gaël Grimaud. C'était un beau combat en 5x5. Et c'est le champion de l'Hexagone. Donc, bon, voilà. Ensuite, défaite chez les poids lourds d'un autre Français de la FFA, Paul-Emmanuel Naz, qui avait fait ses débuts, je crois, au FFA Challenge. Ouais, mais je crois pas qu'il est de la FFA. Hein. Ah bon? Ah, je crois qu'il était de la FFA. Non, il est dans... C'est une team qui est pas sur Paris. Qui est pas sur Paris même, ni en Ile-de-France, mais non, il avait fait ses débuts au FFA Challenge. Il avait même commencé au HFC d'ailleurs. Je suis en train de voir. Il a gagné ses 2 premiers combats au HFC. Il perd ensuite au FFA Challenge son premier combat, enfin au FFA Challenge. Il regagne derrière. En tout cas, c'est un gars qui a toujours fait du MMA. Il a un palmarès aujourd'hui de 5-2 et il s'est incliné sur un high kick. Donc, pour lui, ça n'a pas bien réussi. Mais en tout cas, force à lui pour la suite. Ensuite, Prince Aounala, gros retour de Prince, avec qui on avait commencé à l'époque à la FFA, qui reprend, je crois, l'entraînement après plus de, je sais pas, moi, il est resté absent au moins presque 3 ans ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment, ouais. Et il était sur 3 défaites consécutives. Il n'avait pas connu la victoire depuis juillet 2018. Donc 4 ans après, il remonte sur un ring pour aller chercher sa victoire et il l'a fait face à un adversaire capé en plus. Donc félicitations à Prince. Et plein de bonnes choses pour la suite. J'espère qu'il reviendra fort. C'est ça. Donc content pour lui et peut-être même on le verra sur les plateaux et les organisations françaises. Et ensuite derrière, Kevin Oumar qui s'est incliné, il disputait la ceinture. Face à l'Allemand, Kevin qui se fait toucher rapidement au premier round et qui malheureusement, il a pris quand même des vilains coups lui. Hein.
Après, J'ai juste l'extrait, ouais, malheureusement sur la page de l'UAE Warrior. Je suis tombé dessus et je savais pas qu'en fait j'ai vu les résultats si tu veux, mais j'avais pas vu de les quelle combats, manière les ça s'est fait, finishes. ouais. Ouais. Et malheureusement c'est par TKO. Une séquence de Ouais, genoux, je crois que c'est un genou ou un coup qui fait mouche. ouais, en fait, c'est un coup, ensuite il y a eu un genou, et ensuite c'est compliqué pour lui. Il a quand même pris vraiment au moins 4 ou 5 coups vraiment puissants. Et dur pour lui, j'espère qu'il va revenir. En tout cas, il n'avait pas l'air blessé. J'ai vu ses vidéos après, ça avait l'air tranquille. Tant mieux, Mais hein. donc voilà. En tout cas, 3 victoires, 3 défaites. Bilan C'est mitigé. ça, c'est ça. Et hier, on avait le FSP 2 à Roubaix. Donc voilà, c'est la deuxième événement qu'ils organisent. Sur le premier, c'est celui où on avait Moustapha Haïda, Soufiane Oudina et d'autres Français qui s'étaient exprimés là-dessus. Donc voilà, juste un petit clin d'œil à mon ancien partenaire d'entraînement, Michael Grogu, qui s'est imposé par KO, par un joli KO. Et aussi dans la même soirée, on avait l'AEF Championship par Willy Sirop. C'est un événement qui était un peu semi-pro, donc voilà un petit clin d'œil. C'est des petites nouvelles, c'est des nouvelles orgas qui naissent un petit peu par-ci par-là et ça fait avancer les MMA. D'ailleurs, il y en a une nouvelle qui arrive d'ici le mois de décembre, c'est le Game of Cage par mon ami David Gilan. Donc voilà, un petit clin d'œil à eux et force à ceux qui entreprennent de faire des orgas parce qu'on sait que c'est vraiment pas évident parfois avec les désistements ou à trouver le bon équilibre entre deux combattants. Donc voilà, force à vous, messieurs. Et ouais. Justement, sur le Fight Surpass, moi, j'ai pas suivi. J'ai juste vu qu'il y a eu beaucoup de désistements. Je sais que David Karp du trio, je crois que le combat ne s'est pas fait. Je crois que Mohamed Saya aussi, il était absent. Je sais pas après si tu as eu d'autres résultats ou pas. Non, j'ai pas eu d'autres résultats, Mika. J'ai pas eu d'autres résultats. Après, c'était sur leur Instagram que j'ai essayé un petit peu de suivre. Mais non, sinon, Ok. j'ai pas pu voir les combats. Et Ça roule. non, après, pour rester sur l'actualité du MMA français, il y a les combats à venir. On a Morgan qui fera son retour au Cage Warrior 144 en Italie contre un Ouais. adversaire Alberto Dia qui est beaucoup moins expérimenté, qui a 5-3 face à Morgan qui a 15-9 et un no contest. Voilà, c'est un combat de retour, hein. Après 2 défaites consécutives. Je crois qu'il a eu un peu près un an d'absence, hein, si je me trompe pas. Bah, en tout cas, il a eu une grosse blessure quand même. Ouais. Il a eu une Ouais. grosse blessure. Effectivement, c'est pas le combat le plus dur de sa carrière. Après, faut se méfier. Faut toujours se méfier. Mais c'est clair que le gars qui lui ont mis en face, c'est plus un combat pour faire briller Morgan. Après, je pense que c'est ce qui lui aussi, l'air de rien, même si s'il aurait peut-être préféré avoir un objectif un peu plus dur ou plus fort, ça va lui permettre de lui remettre dedans quand même, parce qu'il était quand même sur un petit nuage jusqu'à maintenant. Il y a eu 2 défaites, dont une qui a été vraiment dure pour lui. Donc effectivement, je pense que ça va lui faire du bien. Et c'est d'ailleurs, je crois, et ça c'est marrant, parce que au vu de la fan base qu'il a, je crois que c'est le premier combat limite de la carte, tel qu'il apparaît sur Tapology en tout cas. Alors après, Ah je sais ouais. pas si ça va être amené à bouger ou pas, mais c'est le premier combat de la carte. Ouais, ça m'étonnerait un petit peu. D'ailleurs, il a annoncé le Cage Warriors aussi l'ont annoncé qu'il avait en fait prolongé son contrat au sein de l'organisation. Bah, de toute manière, lui, je crois quand même qu'il est bien payé au Cage Warrior. C'est l'un des seuls Français, je pense, qui palpe pas mal au Cage Warrior. Il avait même été à un moment donné, je crois, en partenariat limite avec W9 ou quelque chose comme ça, qui diffusait le Cage Warrior. Donc, en tout cas, je pense que lui n'a pas les mêmes salaires que les autres Français au Cage Warrior. Et donc, du coup, ça ne m'étonne pas du tout comment dirais-je, qu'il ait re-signé là-bas. De toute manière, actuellement, étant donné qu'il est sur 2 défaites, il est pas du tout proche de l'UFC. Enfin, il faut qu'il se refasse. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, c'est vrai que ce genre de combattants-là qui ont beaucoup de hype, qui sont beaucoup suivis, ça aurait été bien de les voir dans des orgas françaises. Ça aurait fait un bon petit show. Mais en tout cas, s'il a signé et prolongé là-bas, c'est qu'il y trouve son bonheur. Et en tout cas, force à lui pour son retour. Et Après ouais. non, j'allais dire que ce soit parce que je regardais aussi le mieux pour lui par rapport au profil qu'il y a dans les catégories.
Mais c'est vrai que 66 kilos, c'est les KT de la mort, que ce soit en France ou au Cage Warrior. Le niveau est quand même franchement relevé. Quand tu vois les deux derniers adversaires qu'il a pris, Paul Hughes et Vucenic, c'est solide. Quand tu regardes au Ares ce qu'il y a, tu te dis qu'il y a Alioune, Kroll, on a vu, Daguerre. Enfin, il y a 66 kilos, il y a de quoi faire aussi en France. Donc, pour moi, on va dire que les deux orgas se valent sur la KT des 66. Donc, après, je pense que c'est l'arbitrage économique et financier qui fait la diff. Bien sûr. Et lors du Cage Warriors 145 à London, le 4 novembre, on a aussi le retour de l'invaincu Mehdi Ben Lagdar. Mais tu vois, ça, c'est le Cage Warrior 145, il intervient au mois de novembre, c'est ça? Ouais, le 4 novembre. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas dessus, Morgan. Je pense qu'il voulait vraiment combattre assez rapidement. Parce que sinon, je ne comprends pas qu'il n'ait pas attendu d'être à Londres pour faire son retour. Surtout que le main event de Londres, c'est ses deux derniers adversaires. C'est Paul Hughes Paul Hughes contre Vucenic. Donc, tu vois, ça aurait eu du sens de le mettre sur cet événement. En plus, sachant que lui, à Londres, il a quand même une hype, les gens le suivent. Donc, je sais pas, je trouve que c'est un choix quand même particulier de l'avoir mis sur le Cage Warrior de Rome plutôt que celui de Londres. Après, peut-être qu'il pourra aussi se tenir prêt au cas où s'il y a un désistement. Pour une revanche, vu qu'il y a un mois, à peu près un mois d'écart, on va dire, entre les deux événements. Donc, il se peut que s'il gagne avec la manière, son blessure est assez rapidement, et qu'il y a un désistement, il se peut qu'il puisse prendre en plus sa revanche, soit face à Vucenic, soit face à Paul Hughes. Ouais, t'as peut-être raison. C'est peut-être une sorte de combat de réserve qu'ils ont mis. À voir. Ensuite, il y a un défi pour Mehdi. Mehdi qui était resté éloigné de l'octogone là pendant longtemps, lui. Parce que presque un an. Presque deux même. Presque 2 ans. Oui, non, c'est vrai qu'en fait, il devait combattre, ça s'est pas fait. C'est vrai que exactement. Depuis cette date-là. Il a eu 3 désistements coup sur coup. Alors, certains sont liés de son fait et d'autres non. Mais son dernier combat date de décembre 2020. Comme tu l'as dit, il est invaincu. Il a fait toute sa carrière quasiment au Cage Warrior, Mehdi. Il n'était pas loin de faire la ceinture. Donc, il devait la faire. Finalement, il a été testé positif et tout. Au Covid, je précise, au Covid. Et d'ailleurs, parce que bon. Et d'ailleurs, on devra le recevoir prochainement, Mehdi, dans l'émission. Et sur la même carte, on a Samir Kadji qui fera face à James Webb et El Hadji Ndiaye face à Adam Chollet. Sur la même carte, en français. Et là, tu vois, Eladj qui est belge, c'est même pas, je crois qu'il est belge, Eladj. Je te jure, c'est vrai. Il a la nationalité belge, mais il est français, quoi. Ouais, il est en France, mais je me souviens quand on était avec lui. Lui qui avait connu un mauvais départ au Cage Warrior et là qui recombat pour son deuxième combat au Cage Warrior. J'espère que pour lui, ça va être signature d'une victoire. Après, lui, on le connaît, et là, c'est quelqu'un qui lâche rien. Et même quand il est dans des situations difficiles, il est capable de retourner le combat. Là, j'ai l'impression qu'ils lui ont quand même mis un adversaire qui a sa portée pour le coup. Je pense qu'il a vraiment moyen de s'imposer. Maintenant, attention, c'est le niveau du Cage Warrior, c'est quand même solide. Franchement, les prospects anglais, ils sont forts. Donc, hâte de voir ça en tout cas. Et suivons-les, donnons-leur de la force. En plus, actuellement, franchement, l'actualité du MMA, elle n'est pas ouf à l'UFC. Ouais, on a 2 événements mineurs là à venir. Attends, on n'a pas parlé de la française là qui s'est imposée au Combatté Global. Au Combatté Global. C'est une jeune française, je crois, qui est managée par la boîte de management de Aldrich. Résiliente. Ouais, elle vient. Elle avait mal commencé sa carrière puisqu'elle avait perdu 2 fois, une fois au Bellator, une fois au Combatté Global. Et là, elle signe sa 2e victoire en l'espace de 3 mois. Elle a gagné 2 fois au Combatté Global et cette fois-ci, c'était contre une adversaire expérimentée. Même si elle était dans le négatif, elle était quand même beaucoup plus expérimentée qu'elle. Et elle s'est imposée à la décision. Donc, force à elle, force à cette jeune combattante. Cette Française se nomme Jade The Princess Joran.
D'ailleurs, je ne sais pas où elle s'entraîne, mais en tout cas, ouais, félicitations à elle. Et on a aussi Azael Adjouj qui a performé sur un très bel high kick lors du Bellator qui a eu lieu samedi soir. Et félicitations à lui. En fait, j'avais vu qu'il combattait, mais j'avais pas du tout fait attention à la date. Donc, on n'en a pas parlé dans la preview, mais voilà, Azael qui fait son petit chemin, qui en plus qui a commencé en pro au Bellator. Lorsqu'il avait 0-0, il a fait son tout premier combat pro au Bellator. Et voilà, il y a quelques mois, il a annoncé en gros sa signature pour un multi-contrat au Bellator. Donc voilà. Et lui qui ça. Bah attends, justement, moi je voulais profiter de la victoire d'Azael parce que vraiment, hein, c'est quelqu'un que je vois comme vraiment qui va marquer le futur du MMA français. Et justement, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, si tu devais miser sur 5 Français, actuellement sur 5 jeunes, tu vois, vraiment des jeunes moins de 5 combats ou enfin des jeunes, quoi, ceux qui sont pas âgés, sur qui tu miserais. Et franchement, bah, il y a Azael, je crois que c'est une surprise pour personne, 66 kilos. Ouais. Il y a Axel Sola, vraiment que je trouve archi fort. Évidemment, Mustafa Aïda, même si lui, il est un peu plus ancien, il a quand même fait beaucoup de Pancras à l'époque. De Pancras, ouais, mais voilà, Mustafa qui pour moi, jeune prodige aussi. Je le rappelle qu'il y a 9-1, tueur à gage. Ensuite, donc j'avais Azael, j'avais Sola, j'avais Mustafa Aïda, j'ai Bessangour. Franchement, je trouve, moi, il m'a impressionné. Voilà. Il a, comment dire, certes, il validé la hype qui était autour de lui et son dernier combat. Voilà, parce qu'en fait, il a affronté vraiment un adversaire solide à son dernier combat et je reconnais là qu'il est bon. Il est très et d'ailleurs, bon. Une petite dédicace à French Savageri parce qu'il l'avait interviewé, je crois, il y a au moins 2 ans. Et je te jure, quand je parlais avec lui, il me disait, tu verras, il est très très bon. Et à ce moment-là, en fait, personne ne le connaissait. Il n'y avait aucune interview de lui et French Savageri l'avait interviewé et ça remonte à peut-être maintenant 2 ans, je crois. Il avait repéré la pépite. Donc voilà. Et enfin, le dernier, Ramzan Jambiev. Pour moi, c'est les 5 gars qui, quand je vois leur parcours là actuellement, je me dis que c'est vraiment 5 qui vont faire du bien au MMA français. Après, il y en a peut-être que j'oublie, hein, je suis désolé les gars. Chez les féminines, je vais pas vous mentir, il y en a aucune qui dans les jeunes qui sort du lot vraiment où je me dis ouais, ça va être dingue. Même après, pas Laetitia Blanc. Bah Laetitia déjà elle est pas toute jeune et Laetitia elle a quand même beaucoup de, là je parle vraiment de l'avenir dans 5 6 7 ans. Après Laetitia, je lui souhaite d'avoir une longue carrière, mais je pense que dans 7 ans c'est fini quoi. Ouais, et non, je crois que c'était bon pour l'actualité du MMA français. Mais je voulais dire quelque chose, mais ça m'a échappé. Alors là, je peux plus t'aider, je t'ai coupé dans ton élan. Ouais, ça m'a échappé, ouais. En tout cas, ouais, n'oubliez pas de vous abonner. Faites un effort, cliquez sur la cloche pour activer les notifications. N'oubliez pas, la première émission à parler du MMA français, à traiter de l'actualité du MMA français. Donc, comment on dit l'expression là? Donnons à César ce qui appartient à César. Rendons à César ce qui appartient à César. Merci Mika. On peut, je pense, passer à l'actualité de l'UFC avec. On peut, ouais. L'annonce chez les poids lourds Dirk Lewis vs Sergey Spivak pour l'UFC Fight Night le 19 novembre. C'est un peu, j'ai l'impression, un combat qui mène un petit peu Dirk Lewis vers la porte de sortie. Dirk Lewis, sa dernière performance, il était face à Tai Tuivasa. La dernière performance de Sergey Spivak, il me semble, c'était contre, j'oublie son nom, le Brésilien là. Un Brésilien, son nom m'a échappé. Et donc, en tout cas, il est sur une pente ascendante, Sergey Spivak, contrairement à Dirk Lewis qui a eu 2 chances pour le titre. Et en gros, comment je vois ce schéma-là, j'ai l'impression que c'est un petit peu, pas sa dernière chance, mais il était un petit peu gatekeeper, Dirk Lewis. Ils l'ont mis face à Tai Tuivasa qui a permis de faire un bond de genre peut-être de 5-6 places, parce que Tai Tuivasa, il était genre
classé 10e à peu près. Ah ouais. Et lorsqu'il a battu Derek Lewis, il a fait un bond, il est passé 3e. Et en fait, j'ai un petit peu l'impression que c'est un peu ce que l'UFC veulent pour Sergey Spivak, parce que c'est un jeune. Voilà, il fait partie de la nouvelle génération des poids lourds et ça fait un petit moment que Derek Lewis gravite autour du top 5 sans vraiment avoir les armes pour devenir le potentiel futur champion des poids lourds. Ouais, franchement, je peux même pas te dire parce que Derek Lewis, c'est vraiment le combattant. Après, il est là où il en est, mais c'est ce qui montre aussi que la KT des poids lourds, elle est quand même loin du niveau UFC que tu peux retrouver chez les 77, 70, 84. Quoi qu'on en dise, la KT des poids lourds, elle est quand même, elle est pas folichon en termes de, c'est pas discuté comme on le voudrait dans d'autres catégories. Et quand tu vois Derek Lewis qui est top 5 depuis 4-5 ans. Et tu te dis qu'il y a un problème, quoi. Le mec, franchement, il fait pas grand chose à part cogner archi fort. Techniquement, c'est en face à chaque fois, c'est compliqué. Tu sais pas s'il tombe, il tombe pas. Enfin, franchement, je te le dis franchement, ce combat, il m'intéresse pas plus que ça. Sergey Spivak, je le suis aussi un peu. Je ne reconnais pas le talent d'un futur champion. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'il va se casser les dents sur le top 5. Et non, ouais, franchement, à la rigueur, je suis beaucoup plus impressionné par Pavlovich que. Mais attention, on a vu, déjà c'était Augusto Sakai, sa dernière performance, mais il avait soumis Tuivasa à l'époque, Sergey Spivak. Et moi, ça fait un petit moment que je le suis et il m'avait quand même surpris sur sa dernière performance, mais en fait, depuis, il a rejoint la team Extrême Couture. Et je trouve qu'il a fait énormément de progrès. En tout cas, il y a un petit potentiel. Et justement, jusqu'à présent, enfin, jusqu'à son dernier combat, j'ai l'impression qu'il commence un petit peu à exploiter et à trouver un petit peu son style. Et en tout cas, je trouve qu'il progresse de combat en combat. Après, voilà, c'est sûr que c'est pas le poids lourd sur qui tu vas miser et tout. Mais en tout cas, on attend de voir ça. Après, Derek Lewis, c'est pas du gâteau non plus. Hein. Bah non, c'est pas du gâteau. C'est pour ça que je te dis, je suis pas sûr que ce soit comment dirais-je, vouloir cadeau sortir. Bah je sais même pas. Hein, c'est pour dire l'UFC, ils ont organisé ce combat. Pour moi, ils s'en foutent quoi. Peu importe l'issue, ils en tireront des conclusions. Mais j'ai pas le sentiment qu'ils essayent de favoriser l'un ou l'autre. C'est vraiment dans la catégorie des poids lourds. À un certain moment, tu matches pour matcher, mais il n'y a pas de. J'ai pas le sentiment qu'ils matchent pour faire évoluer la KT, quoi. À voir. Et on a la montée de Khamzat Chimaev chez les 84 kilos. Je suis un peu déçu. Je voulais vraiment le voir face à Ousmane depuis son combat contre Gilbert Burns. Mais bon, je me dis, il y a quand même moyen qu'il fasse mal chez les middleweight. Après, en fonction des combats, je sais pas comment ça va se faire parce que là, le dernier combat qu'il prend contre Kevin Holland, c'était pas un gars qui était classé dans le top 5, donc en gros, on pourra pas directement le mettre, je pense, face à un contenders chez les middleweight. Après, c'est un petit peu compliqué parce que de base, il était matché contre la Diaz. Voilà, c'était pas vraiment un combat qui avait du sens pour la course au titre. Mais quand même, je pense que ça doit peut-être aussi soulager Ousmane, hein, je pense. Et je pense que ça soulage Ousmane, ça soulage Edwards. Excuse-moi. En fait, c'est un bordel. Chimaev, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Si on retire le personnage, si on retire le côté personnage de Chimaev, personne ne peut dire que Chimaev, c'est pas un monstre. Celui qui dit que Chimaev, il est pas impressionnant ou autre, franchement, c'est que c'est un menteur. C'est pour ça que je dis qu'il faut isoler le personnage du combattant et à un moment donné, il faut se rendre compte que Chimaev, c'est un bordel. Deuxième chose, quand Ousmane, moi, il me paraissait imbattable, Ousmane. Et Edwards, au premier round, je parle même pas de son KO, je parle vraiment au premier round, il a mis sur le dos Ousmane et on s'est aperçu quand même que sur le dos, Ousmane, c'était pas terrible et il s'est quand même fait prendre le dos, etc., etc. Et attention, hein, Edwards, il a un sol. Tout le monde néglige le sol de Edwards, mais face à Gunnar Nelson, il avait maltraité Gunnar Nelson au sol. Donc, il a vraiment un sol, Edwards. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai vu le premier round de Edwards face à Ousmane,
je me dis franchement, Chimaev, s'il l'amène sur le dos, et c'est possible, il peut lui faire mal. Maintenant, le problème de Chimaev, on l'a vu, hein. Physiquement, c'est un monstre. Et on savait qu'il ne pourrait pas faire 25 cuttings à 77 kilos. Et à un moment donné, ça deviendra même compliqué pour lui de descendre à 84. C'est un monstre, Chimaev. Mais il m'a pas l'air si lourd que ça, en fait, Mika, hors combat. Ouais, si, mais t'es un fou, toi. Quand il avait affronté Hermanson dans la cage, là, dans un truc, il était plus lourd qu'Hermanson. Et alors qu'Hermanson, c'est un vrai 84. Non, non, il est lourd. Et dans la KT des 84, je le dis franchement, Chimaev, je pense que très rapidement, il va pouvoir aller gratter le top 5. Ouais. Beaucoup émettent des questions quant à sa gestion du cardio et sa capacité à pouvoir avoir un cardio en faisant des efforts plus importants du fait que les gars soient plus lourds. Mais par exemple, je suis persuadé que Chimaev peut battre un Costa ou peut battre un Vettori. Vraiment, j'en suis persuadé. Après, je me trompe peut-être, hein, mais vraiment, je pense non, moi, c'est. Bon, en vrai, je suis peut-être fou, mais c'est juste physiquement, en fait, j'ai l'impression qu'il m'a pas l'air. Il m'a pas l'air. Genre, ça m'a pas l'air d'être un morche, tu vois. Genre, le mec. Je pense qu'il a. Ouais, il a un physique un peu grassouillet, tu sais, un peu comme les mecs de l'Est, tout manière, ou comme Khabib. Khabib, si tu regardes visuellement, c'était pas non plus le plus affûté de tous, mais il est épais. Franchement, il est épais. Il a une grosse tête. Moi, quand je l'ai vu à l'UA Warrior, je te jure que tu vois que c'est. Ah, par exemple, l'étrangler, je sais pas si tu te souviens quand Poirier, il avait failli l'étrangler à l'UA Warrior. À l'UFC, à Abu Dhabi. Ouais, je te jure que je comprends pourquoi il n'a pas réussi. Il est balèze. Il est épais, franchement, ouais, il est balèze. Mais d'ailleurs, pour parler de Ramzat, il y a Paolo Costa hein, qui le veut absolument. Il a été chez Ariel Helwani, il en parle, il tweet, il le veut absolument. Et il n'y a pas vraiment de réponse de la part de Chimaev. Soit c'est l'ignorance, soit je sais pas, parce que lui qui se défie devant personne. En tout cas, Paolo Costa est vraiment sûr de lui et il le veut. Et ça pourrait être un beau combat d'entrée pour les middleweight. Après, tu vois, Paolo Costa, quand même, je trouve que c'est un physique. Tu arrives à 84 kilos, tu montes de KT, et en plus, tu prends Paolo Costa, c'est comme si tu prends 2 KT d'un coup, hein, parce que Paolo Costa, le jour du combat, il est presque plus lourd que certains moins de 93 kilos. Hein. Ouais, je te jure. Et d'ailleurs, ils ont dit le poids de, comment il s'appelle là, Alex Pereira, là, actuellement. À ce qui paraît, ouais, je sais pas si c'est vrai ça. Ouais. Si, il avait mis une photo de la balance. Il avait mis une photo de la balance, 106 kilos. En tout cas, ouais, c'est vrai que j'ai vu cette info défiler là sur Twitter, mais même il y a quelques semaines auparavant, j'avais vu qu'il avait mis, je crois, une photo de la balance et il était à plus de 100 kilos. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même, hein, de voir des middleweight. Tu me diras, il combat dans 7 semaines. Hein. Ouais, mais tu me diras chez. Attends, parce que j'ai pas envie de dire de conneries, mais je sais pas c'est quel combattant. C'est une anecdote d'un combattant qui était à 90 kilos à 2 heures de la pesée. Et ce combattant-là, c'était un middleweight, je te jure, je l'ai entendu il y a quelques jours. Et je crois que c'est Pereira. Hein. Je crois que c'est Pereira, mais je vais pas dire de conneries. Mais en fait, pour des light heavyweight, mais tu sais, c'est un peu normal. Peut-être que t'as des gars qui feront les 110 kilos, tu vois, pour aller combattre à 93, mais pour des middleweight, je trouve ça vraiment énorme. Hein. Je trouve ça vraiment énorme. Moi, c'est surtout moi, ce que je me dis, c'est surtout à 7 semaines du combat. À 7 semaines du combat, t'es à plus de 22 kilos, tu dois quand même transpirer un minimum. Hein. Surtout que là, c'est la ceinture. Ouais, c'est 22 kilos. Hein. Tu dis que même avec 2 kilos par semaine, ça le fait même pas. Putain. Ouais. Et Adesanya aussi qui était à quand même à 98 kilos. Ouais, mais 14 kilos, c'est quand même pas pareil. Il y a 8 kilos d'écart quand même. Ouais, mais en fait, je ne pensais pas aussi lourd. Tu sais, lorsqu'il a affronté Blachowicz et Kita, il me semble qu'il n'avait pas fait de cutting et tout, tu vois. Donc, je ne pensais pas aussi lourd à Adesanya. Mais quand même. Et en fait, quand là, je pense à un Nassour qui, genre, a 88 kilos max toute l'année.
Tu vois, je me dis, il y a vraiment une différence. Hein. Il y a vraiment Ouais, une différence et je me dis peut-être qu'à un moment donné, enfin je pense qu'à un moment donné, il va le ressentir cette différence de poids parce que certes c'est avantageux pour lui parce qu'il n'a pas tout le coaching, il n'a pas toute cette déshydratation, mais quand même, lorsque en tu comptes puissance. sur un mec comme Alex Pereira par exemple, qui peut-être qui fait un bond de minimum 12 kilos je pense, c'est énorme tu vois, surtout au niveau de la lutte, même au niveau des frappes quand même. Hein. Je pense que tu le sens. Ouais, je pense. Après, je dirais, ce qui est étonnant dans cette KT, par exemple, c'est Whittaker. Whittaker qui est pas impressionnant physiquement Ouais. quand on le voyait face à Vettori. Et Whittaker qui disait, ouais, j'en ai marre de maigrir. Genre, il a envie de monter de KT encore. Alors que c'est incroyable, tu vois, parce que tu te dis, attends, il est déjà pas très costaud à 84, ils vont monter à 93. Ouais. Et on a eu cette breaking news d'Eliseu Dos Santos, le premier adversaire que Benoît a affronté lorsqu'il a eu son combat à l'UFC, qui a été contrôlé positif par l'USADA et qui a écopé de 1 an de suspension. Donc, est-ce qu'on peut dire que Benoît Saint-Denis est considéré comme invaincu parce que normalement, lorsqu'il y a ce genre de contrôle-là, bah, en général, la décision se transforme en no contest. Après, je sais pas si t'en sais plus, Mika, là-dessus. Non, après, le truc, c'est de savoir, parce que je pense que s'il a été testé positif là, il n'a pas commencé à se doper seulement à ce moment-là. Mais le truc, c'est que déjà, il n'y aura pas de rétroaction dans le sens où il s'est pas fait prendre en dopage, genre le jour du combat contre Benoît Benoît. Saint-Denis. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que s'il est dopé là actuellement à l'ostarine, alors je sais pas c'est quoi l'ostarine. Franchement, je vais faire une recherche. Mais s'il a été dopé là actuellement, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il prenait déjà des produits à l'époque. Et bon, effectivement, de toute manière, pour être honnête, je pense que le dopage, il y a beaucoup de combattants qui sont dopés. Le dopage joue à un moment donné effectivement sur la capacité, et c'est ça que les gens ne veulent pas essayer d'entendre, euh, joue sur la capacité de l'athlète à pouvoir mieux endurer les entraînements, à pouvoir mieux faire d'efforts pendant plus longtemps, et donc du coup à faire répéter les mouvements plus longtemps par exemple, faire plus de charges d'entraînement, etc. Et donc forcément à être meilleur. Et en fait, c'est là où le dopage, c'est de la triche, c'est parce que à un moment donné, celui qui se dope peut s'entraîner plus longtemps, plus longuement, et ressent une douleur moins importante que l'autre. Et Désolé. donc, le jour du combat, il arrive plus fort. Alors, c'est vrai, les gens qui disent, ouais, mais le dopage, le jour du combat, ça fait pas grand-chose. Ben, c'est vrai que le jour du combat, en lui-même, ça fait pas grand-chose. Mais le dopage tout au long de la préparation fait que le jour du combat, il arrive mieux préparé que nous. Donc la question est de savoir est-ce que Élisée, pas dopé, aurait pu battre Benoît Saint-Denis. Malheureusement, on ne le saura jamais. Et après, il y a tous ceux qui vont dire et qui vont nous dire ouais, mais par exemple, regarde John Jones, dopé ou pas dopé, il a toujours gagné. Ouais, mais John Jones, depuis combien de temps il se dope? Est-ce que non dopé, il aurait pu battre Cormier, etc. En fait, c'est des débats qu'on aura toute notre vie. Et moi, c'est pour ça que je pars du principe où John Jones est un grand champion entre guillemets, et le champion incontesté de l'UFC de sa catégorie. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais c'est pas le champion au terme du grand C comme Georges Saint-Pierre, par exemple, qui incarne des valeurs, etc. Et ça, c'est des gens qui ternissent, quoi qu'il arrive, l'image du sport. Et à chaque fois qu'on parle de dopage, tu verras que tu auras toujours les gens qui vont te dire ouais, mais regarde, le dopage, ça sert à rien. John Jones, dopé ou pas dopé, il gagnait. Et toujours, tu auras cet argument à la con qui va sortir. Et non, il faut bien que les gens comprennent que dopage égale tricherie et égale capacité à endurer les efforts que tu ne peux pas faire si tu n'es pas dopé. Et donc, du coup, tu fais plus de charges d'entraînement, tu développes une masse musculaire plus importante, enfin, peu importe ce que tu développes. Et donc, tu arrives en combat mieux préparé. Et ça, c'est de la triche. Merci Mika pour ce discours très, très éloquent. Mais ouais, moi personnellement, j'ai pas mon avis là-dessus. Sur le dopage, bah, je sais que c'est de la merde, mais comment, pourquoi, comment ça agit, j'en sais rien.
Mika, je crois qu'on a fait le tour, hein. C'était une émission assez courte, mais l'actualité n'est pas vraiment chargée, à part les UFC à venir, mais je pense qu'on en parlerait au moment venu. Bah, À ouais, part c'est ce si, que j'allais dire. Non, mais parce qu'en fait, là, on est le 26 septembre. La semaine prochaine, il y a un UFC, c'est un main event féminin, Dern vs Yann. Derrière, on a un autre main event féminin, c'est Grasso vs Arrojo. Et enfin, le 22 octobre, donc pratiquement dans un mois, on a Oliveira contre Makhachev. c'est ça, c'est ça. Par Donc, contre, par contre, ouais. derrière, ça enchaîne fort. On a Qatar vs Woody Allen. Et le 13 novembre, Adesanya contre Pereira. Donc, l'UFC va nous gâter du mois d'octobre à novembre. Mais franchement, d'ici là, c'est un peu pauvre, hein. Le mois de septembre, enfin le mois d'octobre, les trois premières semaines là qui arrivent, elles sont quand même franchement pas dingues. Donc, on vous parlera beaucoup d'actualités, de ce qui se passe en dehors de la cage, des combattants, etc. Et puis des performances des Français à l'étranger. C'est ça, on recevra des invités, je peux vous le confirmer, mais Mehdi Ben Lagdar, Amin Ayoub, après là, il est en plein camp d'entraînement en Thaïlande, donc il faudra voir dès qu'il sera de retour en France. Guillaume Pelletier aussi, qui a confirmé sa présence. Et je crois que c'est tout, hein, on verra. En tout Non, cas, après, il y a beaucoup qui réclamaient Nicolas Hoth, parce on avait reçu Nicolas Hoth, ouais, mais pour parler de l'UFC, au final, on n'avait pas parlé beaucoup de ce qu'il fait ouais, autour et ce qu'il fait pour le MMA. Donc, du coup, on pourra le recevoir pour qu'il nous parle du coup, de son actualité à lui. Donc, voilà, il y a Clément Marco aussi qui est toujours OP pour revenir. ouais, Donc, c'est un grand plaisir. on a des invités, puisqu'à chaque fois, on nous parle de Abdul qui signe pas l'UFC, on comprend pas, etc. Donc, ce sera aussi l'occasion peut-être de parler avec Clément qui le suit de très près. C'est ça, Mika. C'est tout pour aujourd'hui. Mika, bonne Bah, soirée à parfait. toi. On se Ouais, retrouve bonne à soirée la à semaine vous. prochaine. Et, attends, un petit mot quand même, Mika, pour finir sur ce qui se passe en story. Ah non, attends, d'ailleurs, vous pouvez suivre tous les dimanches la préparation de Mickaël Lebou qui se passe Ouais. sur ton Instagram, je crois. Bah après, ouais, c'est ça. Je vais essayer de publier en fait là pour cette prépa. Je vais essayer de publier 1 à 2 fois par semaine une vidéo qui tease un peu une séance d'entraînement à quoi ça ressemble. Et donc du coup, bah des fois ça sera la prépa physique, des fois ça sera au sol à la MK Team, des fois en MMA à la Hatch Academy, des fois avec David en drill, des fois voilà. Il y aura Voilà. un peu tout ça. Allez voir ça sur la story sur son Instagram, sur son compte Instagram. Et voilà, Mika, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée à tous et bon visionnage, enfin. Ciao, ciao. Ciao.